Écoute-moi avec une attention totale parce que ce que je vais te dire n'est pas une jolie phrase pour te motiver 5 minutes. C'est une frontière, une ligne nette entre la vie que tu répètes par habitude et la vie que tu es capable de construire par choix. Pendant 25 années, j'ai observé, interrogé et surtout étudié avec une patience méthodique l'esprit de plus de 500 hommes parmi les plus prospères et influents d'Amérique. Pas pour admirer leur maison ou leur voiture, mais pour comprendre ce qui, à l'intérieur, les faisait fonctionner autrement. Je cherchais le fil invisible qui reliait leur victoire, et je l'ai trouvé. C'est quelque chose d'incroyablement simple, tellement simple que la majorité le méprise. Pourtant, c'est aussi puissant qu'un levier capable de soulever une montagne. Ce secret est resté caché, non parce qu'il est compliqué, mais parce que les foules vivent en mode automatique, prisonnières d'une pauvreté mentale qui les épuise jour après jour. Pendant que beaucoup se réveillent dans la peur, l'angoisse, la pression des factures, le doute sur leurs compétences, ces hommes démarraient leur journée avec une stratégie intérieure. Carnegie, Ford, Edison, Rockefeller et d'autres n'attendaient d'une pas que la chance vienne frapper à la porte. Ils frappaient d'abord à la porte de leur propre esprit. Avant même que leurs pieds touchent le sol, ils déclenchaient un rituel du matin qui mettait leur mental en mouvement vers le succès. Pendant que la plupart se lèvent avec le poison d'hier dans la tête, eux se levaient avec une décision. Toi, dis-moi la vérité. Combien de matins as-tu ouvert les yeux avec les mêmes pensées lourdes, les mêmes scénarios catastrophes, les mêmes inquiétudes qui te donnent l'impression d'être déjà en retard avant même d'avoir commencé? Tu te lèves et ton esprit court partout, mais jamais vers la maîtrise. Tu te lèves et sans le vouloir, tu acceptes les limites comme si c'était des lois. C'est exactement là que naît la vie de petite survie, celle que vivent presque tous les gens, pas forcément malheureux en apparence, mais intérieurement fatigués, enfermés dans une répétition silencieuse. Cette pauvreté mentale touche une immense majorité et c'est la raison principale pour laquelle tant de personnes restent enchaînées à une existence faite de regrets discrets et de rêves repoussés à plus tard. Mais écoute bien, à partir de maintenant, pendant que tu lis ces lignes, cette chaîne peut être brisée, pas demain. Pas quand tu auras plus de temps, maintenant. Laisse-moi te poser une question qui va peut-être te bousculer. Et si les 5 premières minutes après ton réveil décidèrent de ta réussite ou de ton échec pour la journée entière? Pas en théorie, pas dans un livre de développement personnel lu en diagonale, mais dans la réalité pure. Et si chaque grande fortune, chaque réalisation remarquable, chaque avancée majeure avait commencé non pas dans un bureau, ni dans une usine, ni même dans une réunion, mais dans le silence d'un matin, au moment précis où un esprit déterminé prononce des mots avec foi, intensité et certitude. La plupart des gens sous-estiment le pouvoir de ces instants parce qu'ils sont calmes, parce qu'ils ne ressemblent pas à une action spectaculaire. Pourtant, c'est là que se forge la direction de la journée. La vérité, c'est que l'esprit humain n'est pas une simple boîte qui pense, c'est une station d'émission et de réception. Quand tu parles avec émotion, avec conviction, avec une énergie réelle, tu n'es pas juste en train de te répéter quelque chose. Tu envoies un ordre à ton subconscient. Et ton subconscient, lui, ne discute pas, il ne débat pas, il n'analyse pas comme un professeur sceptique. Il accepte ce que tu lui imprimes avec force et il se met au travail immédiatement pour donner une forme concrète à ce que tu as programmé. Voilà pourquoi les mots sans émotion sont des coquilles vides. Tu peux réciter une phrase 1000 fois comme un robot, ça ne changera rien. Mais une phrase prononcée avec une foi brûlante agit comme un déclencheur. Certains appellent cela intelligence infinie, d'autres puissance créatrice, d'autres loi de l'esprit. Peu importe le nom, l'idée est la même. Lorsque tu alignes tes mots, ton émotion et ta croyance, tu commandes à ton subconscient comme on donne une direction à un navire. Ce n'est pas un conte. C'est un principe confirmé par des décennies d'observation attentive des comportements humains, des réussites et des échecs. Ton subconscient prend la direction, puis il commence à influencer tes perceptions, tes décisions, ta discipline, ton énergie, les opportunités que tu remarques, les personnes que tu attires et même la façon dont tu tiens debout face aux difficultés. Carnegie avait compris cette loi. Avant le lever du soleil, alors que le monde dormait encore, il se plaçait dans un état intérieur où sa journée était déjà décidée. Il ne laissait pas les événements écrire son scénario. Il écrivait le scénario, puis il entrait dedans. Edison connaissait ce secret. Avant d'attaquer son travail, dans le calme, il réaffirmait sa connexion au réservoir des idées, à la source de connaissances qui dépasse l'effort ordinaire.
Rockefeller, Ford, Schwab et d'autres du même calibre ne commençaient pas leur matinée en nourrissant leur cerveau de bruit, de commérage et de distraction. Ils commençaient par des mots délibérés, choisis, répétés avec intention, comme un programme installé dans la machine la plus puissante qu'ils possédaient, leur esprit. Et si tu veux une vérité qui pique un peu, la voici. Pendant trop longtemps, tu as été victime de ta propre paresse mentale. Pas paresse au sens insultant, mais au sens technique. Tu as laissé ton esprit partir en liberté comme un cheval sans bride. Un jour, il t'emmène vers l'espoir, le lendemain vers la peur, puis vers la comparaison, puis vers la procrastination. Résultat, tu avances, mais au hasard. Tu subis tes humeurs, tes doutes, tes vieilles blessures, et tu appelles ça la vie. Or, la maîtrise commence quand tu reprends les rênes. Et c'est ici que le rituel intervient. Les phrases que je vais te transmettre ne sont pas des pensées positives mignonnes. Ce sont des outils, des commandes, des clés mentales forgées à partir des pratiques réelles de gens qui ont bâti des empires à partir de rien, qui ont transformé des industries entières et qui ont laissé une trace dans l'histoire. Chaque phrase agit comme une clé qui ouvre une porte différente dans ton subconscient. Une seule phrase peut te relever. Plusieurs phrases, utilisées ensemble, créent une clé maîtresse, capable d'ouvrir un coffre que la plupart des gens ne soupçonnent même pas, le coffre de l'accomplissement illimité. Mais je vais être clair, sans poésie, inutile. La transformation que tu veux exige deux choses, seulement deux, mais elles ne se négocient pas. Premièrement, tu dois prononcer ces phrases chaque matin, sans exception. Pas quand tu as le temps, pas quand tu es motivé, chaque matin. Deuxièmement, tu dois les dire avec une foi totale et une émotion réelle, parce que les mots sans le feu intérieur sont morts. Les mots avec la foi deviennent un ordre vivant. Et quand tu combines le mot et le feu, tu mets en mouvement des forces qui, progressivement mais sûrement, restructurent ton existence. Je sais que ton esprit rationnel peut lever un sourcil, c'est normal. Ton esprit rationnel est comme un garde du corps qui a vu trop de promesses vides. Mais justement, ce rituel n'est pas une promesse extérieure, c'est un entraînement intérieur. C'est la différence entre espérer et commander, entre subir et diriger. Prépare-toi, car tu vas apprendre la discipline du matin qui sépare ceux qui maîtrisent leur vie de ceux qui la subissent. La première phrase est une déclaration de souveraineté. Elle dit « Je suis le maître de mon destin ». Laisse ces mots s'imprimer profondément en toi. Ils ont la capacité de te sortir du désespoir et de te conduire vers l'accomplissement, non pas par magie, mais parce qu'ils détruisent l'idée la plus toxique qui existe, l'idée que tu n'as aucun pouvoir. J'ai connu un homme qui avait tout perdu, son entreprise, ses économies, sa confiance. Il était assis devant moi, les yeux humides, convaincu que la vie l'avait écrasé, que des forces externes avaient comploté contre lui. Je ne lui ai pas donné 100 conseils, je ne lui ai pas vendu une théorie. Je lui ai donné ces 6 mots et je lui ai dit de les répéter chaque matin avec toute la force de son être. 6 mois plus tard, il est revenu, non seulement relevé, mais reconstruit, avec une fortune 2 fois plus grande qu'avant. Ce qui avait changé n'était pas la planète. Ce qui avait changé, c'était son centre de commande. La majorité des gens se voient comme des feuilles emportées par le vent des circonstances. Ils accusent le gouvernement, l'économie, l'école, la famille, la malchance, tout le monde, sauf la seule personne qui détient le pouvoir de créer une direction, eux-mêmes. Et je te le dis avec la fermeté de quelqu'un qui a observé les plus grandes réussites. Tu n'es pas la victime du destin, tu en es l'auteur. Chaque situation de ta vie aujourd'hui est le résultat direct ou indirect des pensées dominantes que tu as entretenues hier. Ce n'est pas une culpabilisation, c'est une libération. Parce que si tes pensées créent tes circonstances, alors en changeant tes pensées, tu changes ta trajectoire. Quand William Ernest Henley a écrit « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme », il ne faisait pas de la jolie poésie. Il énonçait une loi aussi stable que la gravité. Tes pensées construisent ta réalité et ton attitude mentale dominante attire soit la réussite, soit l'échec, soit la richesse, soit la pauvreté, soit la joie, soit la misère. Ce n'est pas une histoire pour se rassurer. C'est un mécanisme précis. Pense à Charles M. Schwab. Il a commencé comme simple ouvrier, payé une misère dans les aciéries de Carnegie. Mais il avait compris cette loi. Chaque matin, devant un miroir modeste, il déclarait avec une conviction inébranlable qu'un jour il dirigerait ces mêmes usines. Il ne souhaitait pas, il ne rêvait pas. Il ordonnait à son subconscient d'accepter cette réalité comme un fait à venir. Résultat, il est devenu président de la US Steel Corporation et a touché un salaire qui paraissait impossible à son époque. Ford aussi a subi les moqueries,
quand il annonçait vouloir fabriquer une voiture pour le peuple. Des experts prouvaient que c'était impossible. D'autres démontraient qu'il allait se ruiner. Mais Ford avait une chose qu'eux n'avaient pas, la souveraineté intérieure. Chaque matin, il renouvelait sa déclaration de contrôle sur ses circonstances. Et quand les échecs arrivaient, en série, il se rappelait que le destin n'est pas une gifle qui te tombe dessus, mais une création continue faite de pensées, de décisions et d'actions. Ton subconscient est comme une terre fertile. Il fait pousser ce que tu y plantes. Quand tu dis « je suis le maître de mon destin », tu plantes des graines de puissance personnelle, d'autodétermination et de possibilités illimitées. Mais tu dois le faire avec du ressenti. Chaque matin, face au miroir, regarde-toi droit dans les yeux et prononce ces mots comme si ta vie en dépendait. Parce qu'en réalité, elle en dépend. Sans la puissance monter, sans les chaînes du rôle de victime tomber, sans toi reprendre le commandement. Car oui, c'est par le subconscient que tu attires ou repousses. Quand tu crois profondément que tu es maître, ton esprit commence à attirer les personnes, les circonstances et les opportunités alignées avec cette croyance. Tu cesses de repousser la réussite par la limitation et tu commences à l'aimanter par la puissance et la possibilité. Ce n'est pas du mysticisme, c'est la mécanique mentale confirmée par tous ceux qui sont passés de l'ombre à la grandeur. Ma cause principale et précise guide chacune de mes actions. Ces mots, simples en apparence, sont le point de départ de toute réussite réelle. Sans une cause principale claire, tu avances comme un bateau sans gouvernail. Tu bouges, tu t'agites, tu te fatigues, mais tu dérives au gré des courants, des humeurs et des urgences des autres. Avec une cause principale nette, fixée fermement dans ton esprit, tu deviens l'équivalent d'un missile guidé. Tu avances avec une force régulière, une direction stable, une cohérence qui finit par écraser les obstacles. Pendant des années, j'ai connu la pauvreté, la frustration et ce sentiment de tourner en rond, jusqu'au jour où Andrew Carnegie m'a révélé ce qui, selon lui, séparait la majorité des échecs de la minorité des gagnants, la précision du but. Il m'a dit, sans détour, que 98 personnes sur 100 échouent parce qu'elles ne décident jamais exactement ce qu'elles veulent. Elles ont des envies, des rêves, des espoirs, des phrases vagues comme « je veux réussir » ou « je veux être riche ». Mais elles n'ont pas une cause principale définie, formulée clairement, assumée et répétée jusqu'à devenir une identité. Elles dispersent leurs forces dans 10 directions à la fois, puis s'étonnent de ne jamais arriver. Et le pire, c'est qu'elles confondent mouvement et progrès. Courir toute la journée, s'épuiser, se plaindre, faire des choses, ce n'est pas avancer. Avancer, c'est rapprocher chaque jour ton comportement d'un objectif central. Tout le reste est du bruit. Regarde l'exemple d'Edwin C. Barnes. Personne, nulle part, sans argent, sans relation, sans statut. Pourtant, il a pris une décision qui a changé sa vie. Sa cause principale était de devenir associé de Thomas Edison. Pas travailler pour Edison, pas être proche d'Edison, pas espérer une chance. Non, associé. La plupart des gens auraient trouvé ça arrogant. Barnes, lui, a compris le mécanisme. Si tu veux une réalité, tu dois d'abord la faire exister dans ton esprit sous la forme d'une décision définitive. Chaque matin, avant que le monde ne se réveille, dans une chambre modeste, Barnes déclarait son intention avec une certitude brûlante. Il ne parlait pas comme quelqu'un qui rêve, il parlait comme quelqu'un qui s'engage. Puis il a bougé. Il a fini par arriver au bureau d'Edison dans un état presque misérable. De l'extérieur, il ressemblait à un vagabond. Mais Edison, qui avait ce don de lire les hommes à travers leurs yeux, n'a pas vu la pauvreté de ses vêtements. Il a vu le feu d'une décision. Des années plus tard, quand Barnes est devenu riche grâce au business des dictaphones, Edison a dit une phrase qui résume tout. Il lui a donné l'opportunité parce qu'il voyait qu'il avait décidé de rester jusqu'à réussir. Voilà le vrai pouvoir de la cause principale. Elle transforme ton endurance. Elle te donne une patience qui n'est pas molle, mais dure. Elle te rend inarrêtable parce que tu n'agis plus en fonction de ton humeur. Tu agis en fonction de ton but. Ta cause principale n'est pas un souhait. C'est un ordre envoyé à ton subconscient. Quand tu la prononces chaque matin avec conviction, tu actives des forces en toi qui commencent immédiatement à transformer ton objectif en réalité concrète. Et ces forces ne sont pas mystiques. Ce sont des mécanismes très pratiques. Ton attention devient plus sélective. Tu commences à repérer les opportunités liées à ton but. Tu lis différemment. Tu écoutes différemment. Tu rencontres des gens et, au lieu de parler au hasard, tu parles en direction de ton objectif. Ton cerveau trie l'information
élimine le superflu et construit une trajectoire. Rockefeller, très jeune, avait déjà une cause principale claire, devenir le plus grand raffineur de pétrole du monde. Il ne le disait pas pour impressionner, il le disait pour se programmer. Il respirait cette idée, il vivait avec elle, il prenait ses décisions à partir de ce centre. Résultat, une entreprise gigantesque et une fortune qui paraissait irréelle. Ce n'est pas le hasard qui crée ce genre de destin, c'est la concentration. La pensée dispersée crée des résultats dispersés. La pensée concentrée, guidée par un but précis, crée une puissance concentrée. Ton subconscient travaille 24 heures sur 24 pour manifester ce que tu as défini clairement et chargé émotionnellement. Mais il a besoin d'une cible. Sans cible, il produit juste des rêveries et de l'anxiété. Avec une cible, il produit des idées, de la discipline et des décisions alignées. Chaque matin, quand tu prononces cette phrase, ne te contente pas de la dire. Vois ta cause principale comme déjà accomplie, pas dans un délire, mais comme une image mentale claire. Ressens la satisfaction, la fierté, le calme de quelqu'un qui a réussi. Le subconscient ne fait pas la différence entre une expérience intensément imaginée et une expérience réelle, à condition que l'émotion soit présente. C'est pour ça que les gens se font peur tout seuls. Ils imaginent la catastrophe avec émotion et leur corps réagit comme si elle était vraie. Tu vas utiliser le même mécanisme, mais dans l'autre sens. Tu vas imaginer la réussite avec émotion et tu vas programmer ton système à avancer vers elle. C'est le secret de toutes les grandes réalisations, savoir exactement ce que tu veux, garder cette vision vivante et refuser de la lâcher jusqu'à ce qu'elle se matérialise. Je possède déjà en moi toute la puissance dont j'ai besoin. Cette phrase est l'antidote à une croyance qui a ruiné des millions de vies. L'idée que tu as besoin d'abord de quelque chose à l'extérieur de toi pour commencer. D'abord plus d'argent, d'abord plus de relations, d'abord plus de diplôme, d'abord l'autorisation de quelqu'un. Bien sûr, les ressources comptent, mais les ressources suivent la direction intérieure. Edison n'avait presque aucune scolarité. Sur le papier, il était condamné à rester ordinaire. Pourtant, il a compris une chose essentielle. L'accès à l'intelligence n'est pas réservé à ceux qui ont des titres. Il existe une source de solutions, d'idées, de créativité, à laquelle l'esprit peut se connecter quand il entre dans un état de foi et de concentration. Edison avait l'habitude de se retirer dans le silence, parfois dans l'obscurité, pour calmer le bruit du monde et affirmer intérieurement sa connexion à la connaissance. Et les idées venaient, les solutions apparaissaient. Ce n'était pas une chance miraculeuse, c'était une discipline mentale. Plus de 1000 brevets prouvent que la puissance n'est pas seulement dans les livres, mais dans la capacité à commander ton esprit et à écouter ce qu'il te renvoie. La plupart des gens utilisent une fraction de leur potentiel mental. Ils vivent à 10% de leur capacité, puis ils s'étonnent de ne pas avoir de résultats extraordinaires. George Washington Carver, né dans l'esclavage, sans éducation formelle digne de ce nom, est devenu un grand scientifique. On lui demandait comment il avait découvert des centaines d'utilisations pour l'arachide. Sa réponse, en substance, était d'une simplicité déconcertante. Il posait la question au Créateur et il attendait la réponse. Peu importe la formulation. Le principe est que le subconscient peut accéder à une intelligence supérieure quand tu supprimes le barrage du doute. Le doute coupe le courant, la foi l'ouvre. Quand tu affirmes chaque matin que tu possèdes déjà en toi la puissance nécessaire, tu casses l'hypnose de la limitation. Tu arrêtes de te voir comme un être séparé de la force créatrice de la vie et tu commences à te voir comme un canal. La même puissance qui fait pousser l'arbre à partir d'une graine, qui transforme une chenille en papillon, qui met en mouvement les planètes, peut circuler dans ton esprit sous forme d'idées, de courage, de créativité et de solutions. Ta mission, ce n'est pas de créer cette puissance. Elle est déjà là. Ta mission, c'est de la reconnaître, de l'accepter et de la diriger vers ta cause principale. Aujourd'hui, je ferai toujours un effort supplémentaire dans tout ce que je fais. Ce principe a fabriqué plus de millionnaires que n'importe quel autre facteur unique parce qu'il te place immédiatement au-dessus de la masse moyenne. La majorité fait juste ce pourquoi elle est payée. Juste le minimum, juste ce qui est exigé. Ensuite, elle se plaint que la vie ne lui donne pas sa chance. Mais la vie, et surtout le marché humain, récompense ceux qui apportent plus de valeur que prévu. Schwab a été appelé par Carnegie pour gérer une usine qui perdait de l'argent. D'autres managers avaient échoué. Schwab a accepté avec une condition, gérer à sa façon. Sa façon, c'était l'effort supplémentaire. Non pas travailler jusqu'à tomber, mais servir avec excellence, rester plus longtemps quand il fallait,
chercher des solutions au lieu de chercher des excuses, exiger le même niveau de qualité de ses équipes. En un an, l'usine est devenue la plus rentable du système Carnegie. Sa récompense a été énorme à une époque où même 1000 $ représentaient une fortune. C'est la loi du rendement croissant. Quand tu donnes plus que ce qui est attendu, tu reçois plus. Ce n'est pas une morale gentille, c'est une loi observable. Le fermier qui soigne mieux sa terre récolte davantage. Le commerçant qui sert mieux fidélise. L'employé qui résout plus de problèmes que prévu devient indispensable. Et l'indispensable finit toujours par monter, parce que l'organisation humaine, même imparfaite, recherche la valeur. Et voici la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui décollent. Les premiers demandent comment faire moins. Les seconds demandent comment faire mieux. Les premiers surveillent l'horloge. Les seconds surveillent la qualité. Les premiers se protègent. Les seconds se construisent. Faire l'effort supplémentaire n'est pas une punition, c'est une stratégie. C'est l'art de devenir rare. Et quand tu es rare, tu deviens recherché. Opportunités, promotion, contrats, relations de qualité, tout cela est attiré par la réputation de celui qui dépasse les attentes. Chaque matin, quand tu prononces cette phrase, tu programmes ton esprit à repérer comment ajouter de la valeur. Tu t'entraînes à devenir la personne sur qui on peut compter. Et cette réputation vaut plus que l'argent, parce qu'elle te garantit que tu ne manqueras pas d'occasion de prospérer.